Afrique 21, le podcast. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Je m'appelle Mamadou Bari, on m'appelle Mamadou Bowoy. Bowoy, c'est le nom de mon village. Mais je suis connu en Guinée sous le surnom de Petit Bari. Et j'ai aujourd'hui 87 ans. Mamadou Petit Bari est un homme qui a beaucoup rêvé. De décolonisation, d'égalité, de progressisme. Étudiant syndicaliste, il a milité pour l'indépendance de la Guinée acquise en 1958. Fervent révolutionnaire, il a ensuite rejoint le gouvernement de Sékou Touré en 1965. Et puis en 1971, il est devenu un ennemi de l'intérieur, comme de nombreux autres responsables politiques. Arrêté, il a passé 7 ans et demi dans les camps d'enfermement du régime, où sont morts des milliers de Guinéens. Les mémoires de Petit Bari, dans la Guinée de Sékou Touré, de l'indépendance à la répression. Premier épisode. Sékou Touré, l'homme qui a fait frémir l'histoire. En 1956, Mamadou Petit Bari a 20 ans. Il boucle son année de propédeutique à l'Institut des hautes études de Dakar, puis met le cap sur la France, où il s'inscrit en faculté de lettres à Toulouse. Là, il intègre le comité de rédaction de l'Étudiant d'Afrique noire, le journal de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, la FEANF. Il en devient un militant actif, luttant pour les indépendances des pays africains francophones ou pour l'égalité de traitement entre étudiants français et ceux issus de la diaspora africaine. La FEANF, on se retrouvait, c'était tous les étudiants de l'Afrique francophone, pratiquement. On se retrouvait tous ensemble. Et puis, on a pensé Afrique, Nos territoires comptaient, mais on se disait, c'est l'Afrique qui compte. On a représenté l'Afrique sous la forme une jarre percée. La devise, c'était celle d'un roi du Dahomey, de Abomey, qui s'appelait Guézo, qui disait « Si tous les fils du royaume venaient par leurs mains assemblées boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. » Nous voulions que tous ces pays aillent ensemble à l'indépendance. Parce qu'il y avait l'Afrique occidentale française, avec capitale Dakar. Il y avait l'Afrique équatoriale française, capitale Brazzaville. Mais la loi cadre de fer de 1956 a créé une situation où les territoires devenaient autonomes et où on cassait en fait les fédérations qui existaient. C'est ce que Léopold Sédar Senghor a appelé la balkanisation de l'Afrique. Et nous avons lutté contre cela. On s'est insurgé. Un des aspects de la loi cadre que nous n'avons pas aimé, c'était le fait d'essayer de supprimer les fédérations de l'AOF et de l'AEF. Nous voulions qu'on les maintienne, que ces fédérations puissent aller ensemble à l'indépendance, parce qu'on serait plus fort. On serait plus fort, et puis certaines contradictions qui existent au niveau des États n'auraient pas pu se développer si on était dans une fédération. Mais après, on a eu des petits dictateurs au niveau des différents territoires, Guinée, Côte d'Ivoire, Soudan, Mali, etc. On n'a pas du tout aimé cette balkanisation de l'Afrique. Et l'idée de l'exécutif fédéral à Dakar, c'était une des revendications. Il y avait un grand conseil à Dakar, c'était une espèce d'assemblée fédérale. Il y avait aussi une espèce d'exécutif fédéral. Et donc les Africains apprenaient à travailler ensemble, à dépasser un peu les limites de leur territoire. Avant la loi de fer avait émergé en Guinée déjà la figure de Sékou Touré. Est-ce que c'était une figure qui retenait votre attention particulièrement ? Oui, il a vite émergé, il s'est fait connaître parce qu'il a eu un destin un peu particulier. Il a quitté l'école parce qu'il n'a pas été admis à l'EPS, c'était l'école primaire supérieure. C'est cette école qui menait aux grandes écoles fédérales. École normale William Ponty au Sénégal, où on formait les instituteurs, les médecins, etc. Et lui, on l'a orienté vers l'école Georges Poiret, une école professionnelle où vous deviez être un ouvrier spécialisé. Il n'a pas aimé, il a
À 15 ans, il est sorti de l'école et il s'est formé tout seul. Il y avait une publication à l'époque qui s'appelait l'École universelle. On pouvait s'abonner et puis apprendre beaucoup de choses soi-même. C'est ce qu'il avait fait. Il s'intéressait beaucoup à la lecture, mais il ne voulait pas être ouvrier. Il voulait être fonctionnaire. C'était en général les plus privilégiés à l'époque. Donc, il a joué un grand rôle dans le syndicat, surtout la grande grève de 1953, de 72 jours. Il était au syndicat des postes, c'est ça? Les postes et télécommunications, c'est son premier syndicat. Et il a été lié au groupe d'études communistes. Parce que les communistes français, qui étaient dans le gouvernement d'union nationale du général de Gaulle après la guerre, avaient envoyé beaucoup de cadres en Afrique qui ont joué un grand rôle. Et ils ont créé des groupes d'études communistes dans différents territoires. Et Sékou Touré et certains autres ont participé à ces groupes d'études communistes. Ils se réunissaient les soirs après le travail. Et on leur apprenait certaines choses sur le marxisme, sur la lutte syndicale, etc. Donc vous disiez son premier fait d'armes syndicaliste, c'était cette grande grève en 1953? Voilà, c'était la grande grève de 72 jours qui a permis d'avoir l'égalité de traitement entre les Européens et les Noirs. Elle a eu des conséquences au niveau de toute la fédération de l'Afrique occidentale française, parce que les gens ont tenu en Guinée. C'est la Guinée qui a pu mener la grève jusqu'au bout. Partout ailleurs, au Sénégal, les gens se sont découragés parce que les pressions étaient telles, les gens ne voulaient pas perdre leur travail, il y avait les menaces du gouvernement, mais en Guinée, ils ont tenu. Et je me souviens même les femmes surtout qui ont soutenu Sékou Touré, les femmes à Conakry, qui disaient que les maris qui refusent d'aller jusqu'au bout, les femmes devaient faire le chômage. Les maris devaient être sanctionnés par les femmes. Voilà. Donc, ça vous rendait fier? Enfin oui, à l'époque, on trouvait vraiment qu'il a joué un grand rôle. Il a joué un grand rôle, les gens l'admiraient et ça a eu un retentissement, non seulement en Guinée, mais dans toute l'Afrique. Et après, il est devenu un des leaders du syndicat au niveau de l'Afrique occidentale française. L'UGTAN, il a contribué à créer l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire. Il était le secrétaire général de ce syndicat. Donc au niveau de toute l'AOF, l'Afrique occidentale française. Et ça a augmenté son rayonnement et sa popularité. Sékou Touré acquiert une stature continentale en tant que secrétaire de ce syndicat. Au plan intérieur, il s'est aussi lancé en politique. Après la création par Félix Houphouët-Boigny du Rassemblement démocratique africain, il prend la tête en 1951 du parti territorial rattaché au RDA, le Parti démocratique de Guinée, PDG. Ce parti est battu aux élections législatives de l'Assemblée nationale française de 1951, mais il remporte celle de 1956. Sékou Touré devient alors député et entre-temps, en 1954, il a aussi été élu maire de Conakry. Mamadou Petit-Barry revient sur les grandes lignes du programme du Parti démocratique de Guinée. D'abord, c'était un programme considéré comme progressiste, c'est-à-dire l'égalité entre blancs et noirs, à travail égal, salaire égal, l'émancipation des femmes, il mettait les femmes en avant, donc c'était très important. La lutte contre la féodalité, le système féodal, qui avait cours surtout au Fouta Djallon. Donc là, il a eu beaucoup de gens qui l'ont suivi. Et donc son programme était progressiste. Lors des élections de 1956 qu'il a remportées, oui. Il était soutenu par Houphouët-Boigny et aussi par Bernard Cornut-Gentille, qui était le haut commissaire de l'AOF, de l'Afrique occidentale française. Exactement. D'ailleurs, à un moment donné, à partir de 1954, quand il y a eu les élections pour remplacer Yacine Diallo, c'est le premier député de la Guinée française qui est décédé, Sékou Touré a été battu par Barry Diawadou. Et les gens disaient qu'il y a eu des trucages électoraux, que l'administration a favorisé Barry Diawadou au détriment de Sékou Touré. Alors la violence politique, c'est en ce moment qu'il a commencé à utiliser la violence politique. Il avait des bandes organisées, surtout à Conakry.
Les gens allaient dans les concessions, on obligeait les gens à prendre les cartes du Parti démocratique de Guinée, on incendiait les maisons, parfois ils violaient les femmes, et c'était vraiment organiser la terreur pratiquement pour dire c'est nous ou bien c'est l'anarchie dans le pays. Alors l'administration française finalement a décidé de négocier avec lui. Et André Levin, dans son livre, raconte... L'ancien ambassadeur de France en Guinée. En Guinée, il raconte justement la rencontre entre Bernard Cornut-Gentille, qui était haut-commissaire de l'AOF, et Sékou Touré. Dont on dit qu'ils étaient très proches. Hein. Voilà, très proches. On parle même, bon, c'est pas très sûr, mais en tout cas... Et il paraît que Bernard Cornut-Gentille lui a dit, vous savez, M. Sékou Touré, vous êtes très connu, vous avez un grand rayonnement, on peut vous aider, mais on peut aussi vous gêner. Donc, ils ont négocié pratiquement. Il paraît qu'après, ils ont bu le champagne. Et à partir de ce moment, l'administration française a décidé, avec le soutien d'Houphouët-Boigny, du président du RDA, de ne plus s'opposer à l'émergence de Sékou Touré. C'est ainsi qu'après, il est devenu, quand il a eu la majorité à l'Assemblée, il a été nommé vice-président du Conseil de gouvernement. En 1956, donc. En 1956. Et vous qui étiez en France, dans les cercles estudiantins de la FEANF, comment vous voyez cette émergence de la figure de Sékou Touré? Ça crée des débats entre vous à l'époque? Ça crée des débats. Les gens se méfiaient de lui. Les étudiants n'aimaient pas beaucoup les méthodes de Sékou Touré. Les méthodes, surtout les méthodes violentes. C'est surtout ça qui posait problème. Le programme, on n'avait aucun problème avec le programme d'émancipation, le programme progressiste. Mais les méthodes qu'il utilisait, la violence politique, les gens n'étaient pas d'accord sur ça. Vous y compris? Ah oui, moi y compris. Mais quand il y a eu l'indépendance, ça a changé. Parce qu'il y a eu un consensus national pour dire non et accéder au référendum du général de Gaulle. Là, tout le monde a accepté de se retrouver et d'accepter Sékou Touré comme premier magistrat de la République. Le 25 août 1958, le général de Gaulle, en pleine campagne africaine pour le référendum sur la nouvelle constitution et la création de la communauté franco-africaine, débarque à Conakry. Sékou Touré l'accueille en ces termes. Monsieur le Président, vous venez en Afrique précédée du double privilège d'appartenir à une légende glorieuse qui magnifie la victoire de la liberté sur l'asservissement. Votre présence parmi nous symbolise non seulement la résistance, mais je puis même dire surtout un nouveau stade, une autre période décisive, une nouvelle phase d'évolution. Comment le peuple africain ne serait-il pas sensible à ces augures? Lui qui vit quotidiennement dans l'espoir de voir sa dignité reconnue et renforce de plus en plus la volonté d'être égal au meilleur. Le 28 septembre 1958, les Guinéens vont aux urnes pour le référendum sur l'indépendance et la souveraineté de leur pays. Le oui l'emporte à 97%. La Guinée rejette la communauté franco-africaine de Gaulle. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. On dit qu'être grand, c'est épouser une grande querelle. Et le fait d'avoir été en face de ce géant de l'histoire qu'est De Gaulle, de l'avoir, disons, affronté, ça l'a rendu grand par rapport aux autres chefs d'État. Il est entré dans l'histoire. On a un historien, Ibrahima Baba Kaké, qui disait qu'il a fait frémir l'histoire ce jour-là. On était en France, mais on était tous fiers. Et on était à Grenoble. On nous a appelés pour nous dire de choisir. Je me souviens, il y a eu des autorités françaises qui ont dit aux étudiants guinéens, on devait choisir
soit la nationalité française ou la nationalité guinéenne. Et celui qui est venu nous poser la question, je crois qu'il a eu une réponse qu'il n'a pas aimée, parce que les étudiants qui étaient on était jeunes, on était arrogants, et puis on disait, oui, est-ce que quand les Allemands ont occupé la France, si vous avez posé la question, est-ce que vous voulez être allemand ou français? Alors, je me souviens, tout le monde a dit non, nous sommes Guinéens, nous choisissons la Guinée, sauf un. Et puis on l'a mis en quarantaine, le pauvre. On l'a mis en quarantaine, mais quelques années plus tard, beaucoup de gens recherchaient la nationalité française quand la situation a commencé à empirer en Guinée. Voilà. Donc la Guinée venait de devenir indépendante. Indépendante. Qu'est-ce que ça a créé comme type de débat et de revendication au sein de la FEANF à l'époque? Oui, la FEANF soutenait au début la Guinée. Même le président de la FEANF s'était rendu en Guinée pour dire à Sékou Touré, nous sommes prêts à mettre à votre disposition des cadres qu'il faut. Voilà. Il s'appelait Amat Ba, un Sénégalais. Donc, beaucoup d'étudiants, certains ont interrompu leurs études pour entrer, d'autres qui voulaient faire des doctorats et tout ont arrêté, on s'est dit on va aider la Guinée. Moi-même, après Toulouse, j'ai quitté Toulouse dans l'espoir de faire moins de politique syndicale. Mon père n'était pas content. Il disait que je négligeais un peu les études au profit des activités syndicales et estudiantines. C'était très actif. Alors j'ai été à Grenoble. Mais arrivé à Grenoble, la FEANF m'a nommé son représentant à Prague, auprès de l'Union internationale des étudiants. Ça, c'était en 1958. J'ai fait 2 ans à Prague. Ça m'a permis de visiter beaucoup les pays socialistes, l'Union soviétique, la Chine, etc. Et puis, quand je suis revenu après 2 ans, j'ai été expulsé de France par Michel Debré, qui était le premier ministre du général de Gaulle. Je considérais que, d'abord, j'étais guinéen, et puis, venant de Prague, communiste. C'était suspect? Voilà, c'est ça. Alors, un jour, au mois d'avril 1960, on vient me chercher dans ma chambre et puis 2 policiers me disent que je suis expulsé. Il y a un arrêté d'expulsion. On m'embarque à la gare de Grenoble pour Marseille. On me met dans un bateau à destination de la Guinée. Alors, quand je suis arrivé en Guinée, Sékou Touré m'a reçu. Il m'a présenté au bureau politique du parti. Il a appelé les journalistes pour dire, voilà, il faut parler de ça à la radio. Le gouvernement du général de Gaulle n'a vraiment pas honte. Il s'attaque à nos étudiants. Et puis il m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit, je vais terminer mes études, si possible à Genève. Il m'a dit, bon, on va juste transférer ta bourse à Genève. Donc j'ai eu un bon contact avec lui. Il m'a très bien reçu. J'étais considéré même un peu comme un héros quand je suis arrivé en Guinée. On m'a dit d'enseigner du mois d'avril jusqu'à la fin de l'année scolaire au lycée de Donka, à Conakry. Et puis, après cela, j'ai pu partir. Sékou Touré m'a même dit, si tu veux, tu peux rester travailler avec moi. Je dis non, je préfère quand même terminer mes études. Il n'a pas insisté, il m'a laissé partir. Et je lui ai dit, bon, je promets, dès que je finis, je reviens. Et j'ai tenu parole.